convenu de questions ouvertes à l'intervenant. Et puis, le moment venu, je laisserai la parole à notre vice-présidente Charlotte Guda pour quelques mots de conclusion. L'objectif étant d'avoir terminé vers 13h, comme je l'avais annoncé. Merci Annie, en tout cas de cet exposé. Les échos que j'ai entendus tout à l'heure au cours de la pause montrent beaucoup je ne sais pas si du mouvement du comment tout à coup a beaucoup intéressé. Je suis persuadé que les questions ne manquent pas. Alors c'est à vous. Jean-Émile. Donc Jean-Émile Bélé. Voilà, je vous remercie pour votre exposé. C'était vraiment intéressant. Fort. C'est assez fort. Oui. Je vais pas être plus fort. Au micro. Non. Parle fort, ça sera plus simple. Voilà, donc je vais peut-être me lever. Donc il y a plusieurs remarques. À un moment, vous dites qu'il y a une différence entre les chefs et les sujets. Je me suis dit, est-ce que les chefs ne seraient pas non plus sujets aussi, d'une part, et d'autre part, bon, ça renvoie effectivement à la logique d'organisation dont vous avez parlé, le système d'organisation. Enfin, donc c'est une remarque en passant. La deuxième chose, travaillant moi beaucoup en analyse des pratiques dans différents univers, j'ai fait une analogie avec ce que je pouvais faire et ce qu'on peut faire en analyse des pratiques. Et en fait, dans l'intervention que vous rapportez, on est très proche de l'analyse des pratiques. Alors, je voulais savoir un peu comment vous vous positionnez, plus ou moins par rapport à ça. Et puis enfin, dernière question, Romain, dans la situation, j'ai trouvé tout à fait intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation de l'ordre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur finalement les résultats tangibles qu'il y a pu y avoir dans certaines de vos interventions? Voilà. Vous pouvez comprendre plusieurs questions, on répond comme ça au fur et à mesure. Non, c'est bien de répondre. Au fur et à mesure. D'accord, alors, je prends le micro pour répondre, c'est ça. Oui, pour La différence chef-sujet, c'est effectivement, c'est parce que je voulais, mais j'ai fait ça un peu rapidement, différencier la notion de commande et demande. On a toujours tendance à penser que la commande, c'est la sphère d'autorité, et que la sphère d'autorité n'aurait pas de demande, et puis que la demande, c'est les personnes individuelles et qu'elles n'ont pas de commande. Alors je pense que ça aussi, c'est faux. C'est-à-dire que les commandes, les commanditaires sont souvent des hiérarchies, mais pas toujours d'ailleurs. J'ai aussi des commanditaires qui peuvent être des syndicats, etc. Donc les commanditaires commandent quelque chose parce que moi, c'est une question de dénonciation. C'est-à-dire qu'ils parlent au nom d'eux. Et quand je dis qu'il faut passer de la commande à la demande, c'est essayer de parler de le point de vue du sujet dans cette demande, cette commande-là. Donc c'est ça que j'essaye de faire, et j'essaye aussi de ne pas caricaturer, il y aurait les commandeurs en haut et les demandeurs en bas. Je pense que c'est une vision à la fois maladroite et pas juste. Voilà. Alors, l'analyse de pratique, oui bien sûr j'en suis proche et en même temps c'est différent. J'en suis proche parce que, effectivement, les théories sur lesquelles se fonde l'analyse du pratique, vous avez pu le voir par rapport à mes conceptions sur le travail des psychosociologues, sont proches de ce que je développe. Et à une époque et une période de ma vie, j'ai beaucoup fait d'analyse de pratique. Là où c'est différent pour moi aujourd'hui, c'est que j'y intègre la dimension du travail et que le travail, au sens réel, c'est-à-dire au sens résistance, au sens aussi où les ergonomes ont pu différencier la tâche, l'activité, et pour moi, le point sur lequel je fais débattre les personnes. Autrement dit, j'essaye d'accrocher des petites situations professionnelles qu'on me donne comme ça, à titre d'exemple, pour les prendre et les faire vraiment développer le plus loin possible. Alors, là où ça n'est pas seulement de l'analyse de pratique, c'est que, du coup, ça rend compte aussi des points de vue des uns et des autres, où j'intègre la hiérarchie. Ça ne rend pas simplement compte de ce que je suis moi, ça y joue. Mais c'est aussi les collègues, c'est aussi le type de client. Enfin voilà, donc c'est à la fois proche, mais c'est davantage centré sur les questions de l'activité au sens de deux jours, c'est-à-dire qui différencie tâche et activité.
Voilà. Donc, mais en même temps, c'est des manières d'intervenir cousines, hein, je veux dire. Voilà. Alors les résultats tangibles, je crois aussi que c'était madame qui m'avait interrogé là-dessus. Alors, souvent dans les interventions, je reproche toujours ça, moi, dans les laboratoires, dans les discussions, je dis j'en ai un peu assez d'entendre tout ce qui va bien, j'aimerais bien aussi entendre tout ce qui ne va pas. Donc, je vais vous dire des choses qui ne vont pas. Donc, par exemple, dans la recherche-action que j'ai menée aujourd'hui dans l'établissement, c'est un lycée professionnel, eh bien, ça n'accroche pas. C'est-à-dire, quand je suis là, on travaille, les gens ils viennent, et quand je repars, les éléments de travail qu'on a mis ensemble en chantier repartent. Autrement dit, c'est moi qui porte l'affaire, et je sens bien que l'accroche n'existe pas. Alors j'ai quelques hypothèses là-dessus. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que le travail que vous faites au sein de l'association a été très déterminant dans la manière dont ça s'est bien déroulé dans l'établissement. Parce que si effectivement je suis seule à porter cette question-là, et que dès que je tourne les talons, plus personne n'en parle, et du coup on se sert de l'instance, comme m'a dit un stagiaire, ça a été super comme psychothérapie. Ouais, c'est pas ça mon objet. C'est-à-dire que quand il me dit, moi ça m'a fait du bien de discuter avec vous, mais l'enjeu c'est pas de discuter avec moi. Et je trouve ça du coup pour moi un vrai échec. Alors j'analyse évidemment, je peux dire qu'est-ce qui s'est passé, je pense que j'ai mal décrypté la commande, je pense que le commanditaire finalement ne me commandait rien à moi, mais commandait à d'autres instants, parce que c'est compliqué les relations, il y a le rectorat, il y a ceci, il y a cela, donc je pense qu'il y a des tas de jeux que j'ai sous-estimés et qui sont bien de ma faute là pour le coup. Mais voilà, donc je pense que de temps en temps ça va. Mais en même temps, quand je regarde dans le lycée où ça s'est bien fonctionné, évidemment, une de mes questions qui est vraiment forte, c'est que je me suis toujours demandé, et je me demande toujours, oui, mais Monsieur Mine était, au moment où il allait, c'était finalement sa dernière année, d'ailleurs dans les discussions et dans les échanges, souvent vous disiez, je m'amuse, c'est ma dernière année, j'en profite, je me lâche, et je me suis souvent demandé sur est-ce que pour que ça fonctionne, il faut que le premier... Plus sérieusement, je pense que pourquoi ça a fonctionné bien, c'est parce que je pense que s'impulsait par-delà ma présence ce type de réflexion. La preuve en est, c'est que avec le nouveau proviseur, le proviseur a dit ouais, c'était très intéressant, mais écoutez, je regarde, moi je suis tout à fait pour, je regarde comment ça se passe, mais vous voyez, cette année... je prends mes marques, c'est pas facile comme établissement, etc. Donc très bien. Du coup, le groupe de personnes qui avaient travaillé l'année dernière m'appelait en me disant mais qu'est-ce qu'on fait, ça marche pas, etc. Je dis c'est vous, c'est pas moi, c'est vous. Et puis on a eu une discussion à un moment donné et je lui ai dit mais peut-être qu'il faut que vous en fassiez votre affaire à vous. Peut-être arrêter de l'appeler lycée apprenant, parce que c'est une appellation qui n'est pas la vôtre. Peut-être appelez-la comme vous voulez, mais c'est votre affaire. Et finalement, ce groupe d'enseignants a réussi à convaincre le responsable de l'établissement de continuer l'année prochaine. Alors, c'est drôle parce que les arguments qui m'étaient donnés sur lesquels ça ne fonctionne pas, le proviseur disait oui, mais les stagiaires cette année, peut-être l'année dernière c'était compliqué, mais les stagiaires cette année ça va tout seul, ils n'ont pas de problème. Voilà, comme si c'était simplement parce que les stagiaires avaient des problèmes que ceci se mettait en place. Et en même temps, les enseignants disaient ouais mais ça c'est pas vrai, puis nous on aimerait bien continuer à échanger entre nous, etc. Et finalement ils réinstallent quelque chose l'année prochaine. Autrement, ils ont prévu l'accueil des stagiaires. Voilà. D'une certaine manière, comme résultat, c'est qu'il y a la prise de conscience du travail collectif. Et du collectif comme ressource qui est une aide pour faire face à des difficultés de métier et non pas pour compenser des défaillances individuelles. Et ça, je pense que si les enseignants ont du mal à parler de ce qui se passe, c'est parce qu'ils ont incorporé l'idée que si ça ne se passe pas comme ils voudraient que ça se passe, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Et on le leur dit.
Savez-vous intéresser vos élèves? Sous-entendu, est-ce que vous êtes vraiment bon de ce côté-là? Et donc, du coup, une fois qu'ils ont compris que c'était des difficultés professionnelles partagées et partageables, du coup, la demande du collectif comme ressource, elle est importante. Donc là, de ce point de vue-là, alors aux aéroports, j'ai envie de dire, la recherche-action, elle aurait dû se terminer sur qu'est-ce que c'est que former pour les formateurs, parce que ce qui a fonctionné remarquablement avec les trajets, c'est la dimension de liberté, la possibilité de dire plein de choses. Après, eux, ils l'ont renormalisé, on doit passer par là, etc. Ils en ont fait un protocole ludique. Alors moi, j'en avais fait véritablement un jeu. Mais quand même, ce qui a, pour moi, été une vraie satisfaction, et pour eux aussi, c'est qu'on quitte l'idée que l'accueil, c'était un problème de comportement des personnes. Ça, de ce côté-là, c'était pas gagné au début, et j'avais un certain nombre d'organismes de formation qui pesaient. De ce côté-là, ça a été... je reste quand même persuadée que ce type de démarche fonctionne si on vous donne la confiance pour le faire fonctionner. Ça, c'est très important. Il faut créer la confiance. Mais aux aéroports de Paris, il se trouve que j'avais, avec la direction générale, fait d'autres travaux sur des problèmes de rémunération, etc., qui faisaient qu'il y avait une certaine confiance sur lequel il ne m'a pas dit « je vous demande dans 3 mois des résultats ». Vous voyez, bon. J'ai eu l'espace de travail nécessaire. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est créé, mais j'ai eu l'espace. Vous parlez de temporalité, justement, vous disiez, on n'attend pas moins de 3 mois, en 3 mois, j'ai des résultats. Sur cet exemple d'aéroport de Paris, vous dites, sur la commande, c'est très injonctif, c'est très dans l'obligation, il faut que ça se résolve très très vite. Au final, ça a mis combien de temps? C'était une affaire très lourde. Ça a mis plus de 2 ans. Cela dit, on ne vous donne pas un budget comme ça pour 2 ans. Hein. Dans une entreprise, on ne vous dit pas, allez-y, dans 2 ans, on va voir. Hein. Donc il y a quand même des résultats intermédiaires à donner. Donc, assez régulièrement, tous les 6 mois, on faisait un point de projet, on faisait un point, etc. Mais voilà, c'est 2 ans, mais c'est quand même 900 personnes, c'est 2 sites, voilà. Donc c'est un nombre de réunions important. Et je pense que par exemple, dans l'établissement scolaire, l'année, ça permet vraiment bien, quoi. Octobre-juin, on peut vraiment travailler, on peut vraiment lancer le travail. Le danger, c'est que ça dure trop longtemps. Et moi, je suis très soucieuse de ne pas installer la présence, parce que du coup, on perd la dynamique de travail quand s'installe une présence et on a le temps de penser. Hein. Voilà. Alors j'ai une question ici, Jean-Marc Coignac, et une question là, Annie Forestier. Donc Jean-Marc. C'est une question qui part d'un commanditaire, Oui. d'un des commanditaires possibles d'une action comme celle-là. Moi, je suis délégué académique à la formation sur l'Académie de Paris. Effectivement, mon action s'inscrit dans une stratégie académique où il y a une réflexion avec la direction et le service dont j'ai la charge, avec le service de la formation. On s'interroge sur les conséquences de la mise en œuvre de nouvelles modalités de formation des enseignants et de l'impact que va avoir finalement l'irruption dans le travail réel des nouveaux enseignants sans qu'il y ait ces phases de formation. Donc on s'intéresse naturellement à la formation des tuteurs et à la façon dont ces tuteurs vont pouvoir accompagner dans de nouvelles conditions les enseignants dans les établissements scolaires. Donc on fait un appel d'offres, le CNAM répond. Donc on sollicite le CNAM, mais il y avait d'autres acteurs possibles, le CNAM répond parce que sa réponse nous intéresse. Donc en tant que premier commanditaire, on dit OK sur ce projet-là, on en discute avec le CNAM, on définit donc un cadre d'action que tu proposes, et on attend, mais ça on va l'avoir bientôt, je suppose, hein, un certain nombre donc de résultats de cette action à travers, on va dire, des processus, des dispositifs qui devraient faciliter la mise en place d'un établissement apprenant en l'absence des chercheurs qui travaillent à un moment donné sur un espace d'1 an ou 2 ans
avec l'ensemble des acteurs de l'établissement. Donc ça, c'est un premier commanditaire, mais tu évoques évidemment un deuxième commanditaire, j'ai compris que c'était très important, qui est le proviseur, qui d'une certaine façon traduit à son tour la façon dont peut se construire effectivement cette organisation de l'établissement apprenant. Et évidemment, on voit qu'il y a là une relation entre le rectorat et le proviseur. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel type d'établissement qui est choisi, ça nécessite qu'il y ait une construction et un choix, puisqu'à un moment donné, il faut aussi financer, et on ne peut pas tout financer. Donc, ce que j'ai envie de dire, en termes de questions, c'est qu'il est très important qu'à un moment donné, nous ayons, nous, des retours sur ce que cette recherche-action produit en termes d'une meilleure organisation qui rendrait possible cette mise en œuvre d'un établissement apprenant. Donc il est intéressant pour nous de savoir comment il faut s'y prendre. Après, en termes de formation, en termes de formation en direction tant d'encadrement que des tuteurs, voire que de l'ensemble de la communauté scolaire. Savoir si on doit le cibler plutôt sur des formations très locales qui doivent cibler précisément l'organisation, ou si on s'adresse d'une manière plus globale à d'autres acteurs qui interviennent d'une manière plus générale. Tu vois, c'est sur ce type de questions qu'on aimerait que tu puisses nous apporter progressivement un certain nombre de réponses. Je ne sais pas où tu en es là-dessus, des résultats de votre recherche-action, mais évidemment, si on a financé, c'est aussi pour attendre un certain nombre de résultats à ce niveau-là. Vous voyez le système client, comment ça fonctionne? Il est en direct. Non, mais, Donc, mais effectivement, on va structurer, c'est en cours, mais on a terminé la dernière réunion de bilan hier, donc voilà. On va structurer ce qu'on pourrait appeler une mallette pédagogique qui ne sera pas un protocole applicatif, parce que ça, on l'aura compris, c'est pas dans cette démarche-là, mais effectivement, un certain nombre de questions qui se posent aux établissements et finalement, quel est l'intérêt de repartir du travail. Après, moi, je pense vraiment de plus en plus, alors pas seulement pour le rectorat, mais je pense que c'est localement que les questions doivent se traiter. Je pense qu'il faut en arrêter avec les idées de formation générale, générique, de connaissances, voilà, qui s'appliqueraient sans problème et qui ferait que, puisque les gens sont formés, on peut se désintéresser de ce qui se passe localement. Moi, il me semble que c'est dans le travail et par le travail que la question de la formation professionnelle doit avoir sa place aujourd'hui. Si on regarde, mais pas seulement, en ce moment je m'occupe d'une action à l'hôpital, je m'occupe également d'une action dans les crèches. Si on voit comment le travail évolue et comment les personnes s'y adaptent, je ne comprends pas très bien pourquoi on ne travaille pas localement avec les spécificités. Parce que d'une part, les gens font un travail remarquable, quand même, qui peut-être n'est pas connu, qui doit être un peu plus élaboré, structuré, théorisé pour eux également, parce que de temps en temps, ils ont besoin aussi de savoir théoriser leurs propres actions. Et je pense beaucoup de mal de la réforme qui s'est passée, voilà. Mais je crois qu'il y a au moins un point, parce qu'on n'est pas obligé, même si on n'aime pas, de dire que tout est mauvais. Il y a au moins un point qui me paraissait intéressant, c'est de rendre les chefs d'établissement de véritables acteurs de l'activité qui s'établit dans un établissement, et donc des acteurs aussi de qu'est-ce qu'ils veulent impulser dans leur établissement. Ils sont contraints de faire ça. C'est pas pareil de travailler dans un établissement avec une certaine population que dans d'autres. Et en même temps, il y a bien sûr des invariants, mais il y a des spécificités locales, et c'est sur ces spécificités locales que la formation doit porter. Moi, je pense que plus on est dans des choses générales, plus la formation professionnelle perd son argent. Là, je suis assez sévère là-dessus, assez sévère sur la manière dont les fonds de la formation sont utilisés plus localement. Hein. Et donc, c'est vrai que voilà, ça suffit d'envoyer des gens en formation sans que les questions d'organisation, de spécificité du travail, de compréhension des difficultés, de réflexion sur le travail collectif soient ignorées. Voilà, c'est un peu ça mon point de vue aujourd'hui. Annie. Oui, Annie Forestier, je suis proviseur d'un lycée à Paris
voilà, le type de celui d'Olivier dirigé. Par rapport à la fin de votre intervention, moi je dirais que finalement l'institution le comprend quand même, puisqu'on voit se développer dans nos établissements de plus en plus de formations d'initiatives locales. Moi, en tant que chef d'établissement, d'ailleurs, je ne demande plus que ça. Et c'est beaucoup plus payant en termes d'efficacité que les regroupements. Bon. Mais je voulais évoquer un autre problème, parce que j'avais été, donc à la rentrée, j'avais été candidate à cette démarche donc de recherche-action dans mon établissement. Bon, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Mais en étant candidate, je me posais vraiment la question que je me pose de nouveau aujourd'hui, c'est que cette démarche-là, dans un établissement scolaire, dans le système dans lequel nous fonctionnons, suppose une demande. On la commande, on l'a. Ça suppose une demande. Or, quand vous arrivez, vous, dans un établissement comme le nôtre, c'est à la demande de qui? En fait, c'était la demande du chef d'établissement. C'est rarement à la demande des équipes pédagogiques. Les enseignants ne demandent pas qu'on les déranger. Et pour qu'ils progressent, il faut les déranger. Et bon, je me dis, en y réfléchissant un peu, que peut-être l'essentiel de ce que vous avez pu apporter, mais c'est vrai qu'en termes de bilan, c'est peut-être pas quantifiable, je ne sais pas, c'est que vous l'avez créé, cette demande. Et c'est peut-être là, la demande du collectif. Bon, ça a pris un an, mais vous l'avez créé. Je pense que le bilan, de mon point de vue, en tout cas, est bien. Oui, c'est-à-dire qu'on a créé la demande, vous avez raison, mais il y a d'abord la commande. On a quand même fait bouger les lignes, hein. Voilà, on a bougé les lignes dans la réponse. Et après, le travail commence. Donc on a eu un certain nombre de réunions avec M. Mine, où d'une part, lui, il a voulu savoir ce que nous, on allait faire, etc. Et c'est bien en ajustement avec ça. Et après, il y a eu une invitation des équipes pédagogiques qui sont venues, on va dire, pour voir. Voilà, on va bien voir ce que le proviseur a derrière la tête, et éventuellement le type de personnes qui nous mettent voilà. Donc il y a cette espèce de position là. Puis il y a les syndicats quand même. On va voir, oui, non, ils étaient là aussi. On va bien voir ce qu'elle raconte. Est-ce qu'elle promeut la réforme qu'on est tous contre, ou est-ce que comment on est testé là-dessus. Mais en même temps, donc la demande, elle est plus que diffuse. Mais en même temps, il y a une vraie question qui est qu'au fond, et c'est là où il y a une demande que nous, on a fait émerger, je ne suis pas sûre qu'on l'a créée, on l'a fait vraiment émerger, c'est qu'au fond, ces profs, tuteurs, ils sont quand même très mal avec les jeunes stagiaires qui leur arrivent. Ils ne savent pas comment les former, ils ne savent pas quoi leur dire, ils ont la trouille qu'ils ne soient pas validés à cause d'eux. Leur dire comment faire, ils se rendent bien compte que déjà eux-mêmes n'en savent rien, on le sent. Après j'ai fait la formation des tuteurs, le truc, ça, mais vous savez, ça, un humain ne peut pas vous le dire, quoi, ça se sent, c'est à force. Je dis, ben justement, pour un jeune, c'est vraiment très aidant, ça veut dire c'est à force, ça veut dire qu'il faut qu'il se rate 3 ans de suite une classe pour qu'à force ils comprennent comment ça va réussir, il n'y a peut-être pas mieux. Donc, oui, petit à petit, c'est latent. La demande, je ne l'ai pas créée, elle est là. Elle est là, mais elle ne se dit pas. C'est ça, c'est l'amener à la conscience des gens qui vont la formuler. Alors, je pense qu'il y a eu un point, pour moi, qui a été déterminant dans la réussite de cette affaire-là, qui d'ailleurs s'est avérée une erreur, mais c'est pas grave. Le point déterminant, c'est que dans cette discussion de débat, de premier élément où on présente l'affaire, on se demande qu'est-ce que le proviseur a derrière la tête, qui c'est celle-là qui nous arrive du CNAM, il va nous donner des leçons, pas des leçons, c'est quoi, dans quoi on nous met. Il y a eu à un moment un débat sur, vous comprenez, en fait, les enseignants stagiaires, leur problème c'est la charge de travail. Ils n'en peuvent plus, ils sont nommés au dernier moment, ils croulent, en fait ils ont besoin de temps. Et là, M. Mine disant, bon, on va leur donner du temps. La première semaine, ils ne travailleront pas, on assume, j'assume. L'ensemble de l'équipe a été interloqué. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on va dire aux parents quand ils verront que... Oh, on leur dira. Donc à ce moment-là, le fait que
manière, s'ouvrent un espace par rapport à leur demande, qui était une demande symptôme. Hein. Parce que quand on dit ils n'ont pas le temps, c'est pas un problème, quoi. Si on leur laisse un peu de temps, pas, vous voyez. Hein. Mais le fait de répondre à ça, ça a permis brusquement de dire, bon, bah alors on y va. Parce qu'après, moi j'ai dit, bah oui, mais alors on leur laisse 8 jours, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 8 jours? On leur dit, vous restez chez eux, ça les aide pas. Hein. Si vous leur dites, bah, vous pouvez travailler tranquillement chez vous, qu'est-ce que vous faites, quoi? Après, il faut qu'on se réunisse pour en parler. Donc, ça a enclenché un phénomène. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'au début, on est regardé, voilà. Mais petit à petit émergent des questions. Ce qui a été drôle, c'est quand ils ont découvert que les enseignants stagiaires, eux, ils ne préféraient pas du tout attendre. Ils préféraient tout de suite aller dans les classes. Et que, d'une certaine manière, du coup, moi j'ai pu leur dire, bah, ça veut dire que finalement, on ne sait pas écouter les demandes. Parce que si vous pensiez qu'ils ont besoin de temps, alors est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur leurs besoins? Ah bah si, là oui. Enfin l'année dernière, c'était pas pareil. Donc, vous voyez, ça accroche comme ça. Donc, ça et c'était pas concerté de notre part. C'est-à-dire que le fait que M. Mine dise, bon, on va laisser du temps, c'était absolument pas un point concerté entre nous. Mais je crois que ça a été de saisir ce qui se disait dans l'espace, pour qu'eux-mêmes ont été pris à une sorte de propre piège autour de peut-être que finalement, il y a peut-être un truc à jouer. Voilà. Après, voilà. Francis, puis... Francis, Francis Kirschenbaum, donc je croise moi dans mes axes de réflexion une partie de ce que vous dites et je voudrais insister sur également l'entreprise et pas seulement les établissements scolaires. Et je sais que j'ai l'habitude des établissements scolaires dans mon métier et des étudiants, parce qu'à un moment ou l'autre, la relation au temps et au management est quand même plus prégnante. En effet, dans les établissements, tels que vous les décrivez, il y a de toute façon une règle qui est établie, il y a un système de fonctionnement qui est là en permanence, et même si vous jouez de manière sympathique et efficace avec les limites, c'est-à-dire ils ne viendront pas, on annulera, malgré tout, il y a des règles strictes qui continuent de fonctionner de manière permanente dans les établissements publics. Et heureusement. Quand vous êtes en relation en entreprise et que vous jouez là-dessus, vous touchez tout de suite au management et il n'est pas certain que vous n'ouvriez pas la boîte de Pandore de temps en temps, c'est-à-dire que d'un coup les choses qui vont s'exprimer ne sont pas récupérées par un système d'administration qui existe dans sa force statique et de transmission, mais que ça peut vous créer des soucis. Donc moi j'ai plutôt l'habitude dans ces cas-là de travailler sur ce que j'appelle la marque interne, ce qui peut nous envoyer un exposé sur les marques qu'on a vu il y a 3 ans ici, sur la marque interne, c'est-à-dire d'intégrer le système de valeurs de façon à faire cohabiter dans le type d'action que vous proposez, à la fois les actions locales qui se définissent au moment où elles doivent se définir tel que vous l'indiquez, et en même temps les actions permanentes, c'est-à-dire de réactiver, de transmettre les valeurs en les distinguant des croyances, des doctrines et tout ça. Donc il y a un travail sur la valeur, sur les valeurs essentielles qui illustrent le fonctionnement, et comme cela, les nouveaux venus ou les nouveaux événements sont confrontés, avant d'être confrontés à leur spécificité, à des généralités qui s'expriment sous quelque chose qui n'est pas du tout fait, de la couture en prêt-à-porter, mais qui effectivement va pouvoir vivre, va pouvoir se développer par comparaison à ce qui s'est passé en s'attaquant à l'essentiel, mais sans pour autant en être coupé et dire à chaque fois nous sommes une aventure, nous la créons, parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a un risque qui se prend dans ces cas-là. En tout cas, je voulais manifester cet aspect-là en complément. Vous avez raison, c'est-à-dire que dans les entreprises, effectivement, il y a la notion de la marque, ce qu'on pourrait appeler la culture, la manière dont l'entreprise fonctionne et ses valeurs. Mais la question auquel on se confronte souvent, c'est l'adhésion à ces valeurs. Et j'en ai pour preuve, moi j'ai travaillé longtemps dans les caisses d'allocation familiale, où les problèmes d'accueil sont des problèmes extrêmement compliqués, et où la direction générale de la caisse d'allocation familiale avait dit, mais finalement, pas plus de 3 minutes à l'accueil pour un problème d'écoulement des files d'attente. Effectivement, on peut tout à fait comprendre le point de vue d'une caisse qui se dit qu'avoir 150 à 200 personnes au moment des versements des prestations
qui fait la queue, c'est problématique pour son image, mais c'est également problématique pour les conflits, pour des tas de choses. Donc elle donne des règles et des valeurs. Mais je peux vous assurer que dans l'accompagnement formatif que j'ai mis en place à l'époque, ça a été des moments terribles. Autour de, on n'est pas d'accord avec ces valeurs. Avec les débats, c'est on n'est pas là pour de l'abattage, c'est ce que disent les agents. On n'est pas là pour de l'abattage, faire passer les gens. Et la hiérarchie disant, on n'est plus là pour faire de la dentelle de Calais. C'était leur débat. Hein, autour des valeurs, voilà. Et donc, là-dessus, c'est dur. C'est-à-dire qu'à la fois, je rejoins, mais en même temps, dans ce moment-là, c'est des moments d'une extrême violence, parce que la transformation des valeurs est là. Ça, c'est des souvenirs un peu compliqués. Là, c'est pour l'emploi aujourd'hui. Absolument. Absolument. Entre autres. Absolument. Je pense que c'est localement qu'il faut s'en sortir. Alors, je crois que c'est à vous. Moi, j'aurais souhaité que vous reveniez sur un point de votre conférence qui m'a peut-être j'ai pas forcément bien compris. C'est quand vous parliez vous abordiez l'approche bricoleuse avec cette nécessité de garder une part d'ombre sur les mobiles, sur les intentions. C'était une part d'ombre. Donc, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, c'est un refus d'une transparence complète, voilà, vis-à-vis de qui et comment. Oui, c'était un peu rapide là-dessus. Alors, l'approche bricoleuse, c'est peut-être en ce sens que je vais décevoir mon commanditaire qui attend de ma part une mallette, des guides en construction, voilà. Kit de bricolage. C'est-à-dire que je pense que intervenir en recherche-action suppose quand même, principalement, de s'adapter et de comprendre le contexte dans lequel on va intervenir et de ne pas plaquer des modes d'agir qui soient systématiques. Moi, j'ai des collègues chercheurs qui font ça, qui me disent, moi, j'interviens comme ça, et ils veulent pas, c'est à prendre ou à laisser, mais moi, je sais travailler que comme ça, je filme, et après, etc. Bon. C'est un mode d'approche, on peut respecter, etc. Moi, il me semble, en tous les cas, que de mon approche à moi, si on veut intervenir, s'il y a du sens pour moi à intervenir dans une structure, il faut que je m'adapte à la manière dont la structure est capable de recevoir ma proposition d'organisation. Il faut que je sache la bricoler en acceptant des limites à ce bricolage. C'est-à-dire que... Voilà. Mais après, quand je parle de la nécessité d'une part d'ombre de travailler à partir des signes, voilà, c'est que je ne cherche pas à ce que les gens disent tout. C'est-à-dire, d'une certaine manière, par-devers eux, il peut penser tout à fait autre chose. Je ne cherche pas à atteindre une vérité de l'acte. Je cherche à ce que l'acte puisse avoir un certain partage de paroles collectif. Que de temps en temps, ça va forcément générer de la conflictualité. Mais de mon point de vue, le conflit est aussi bon, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans l'idée que le travail doit être un idéal, on est tous d'accord, pas vrai. Donc il y a du conflit, que ce conflit est pertinent, il fait avancer les choses, il fait progresser tout le monde, mais en même temps, je ne suis pas en train de chercher la vérité. Autrement dit, ce qu'on fait en ce moment maintenant n'a d'intérêt, de sens que pour les personnes qui sont là, ici et maintenant, et puis que si le contexte change, ça peut aussi changer. Voilà. C'est au ça où je pense que la part d'ombre est nécessaire. Je ne cherche pas à découvrir les personnes. D'abord, je ne suis pas capable, je ne pense pas que ça soit de ma compétence, et en plus, je ne trouve pas ça pertinent pour le travail que j'engage avec elles. Voilà. J'ai une question tout au fond, madame, et puis ensuite Nadine. Oui, alors moi j'ai discuté un petit peu avec vous tout à l'heure, c'est vrai que je vous remercie de votre intervention parce que moi j'apprends beaucoup. Je suis médiateur en entreprise et médiateur judiciaire auprès des tribunaux. Et puis je suis formateur également à Dauphine et l'Institut catholique en médiation et mode de règlement de conflit. Donc c'est un petit peu mon monde aussi, mais c'est une autre approche et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant.
J'avais 2 points à vous soumettre. Par rapport à la temporalité, c'est vrai que moi je rejoins un petit peu par rapport à cette notion d'entreprise, ou au moins d'organisme ou d'entité, si on peut parler d'organisation plutôt plus largement. Effectivement, attention à la notion du temps. Parfois, il faut que les missions aillent vite. C'est vrai que parfois, il faut tout régler en un mois. Là, c'est comme ça. Parfois, ça doit pouvoir, effectivement, on a besoin de temps. Là où il faut faire attention, c'est vrai que c'est en fonction du cas, effectivement, rencontré. Donc, c'est en fonction, bien sûr, aussi de l'organisation, en fonction de la structure, comme vous disiez, traiter justement l'individu, de la collectivité, de l'organisation. Mais après, attention aussi dans la durée à ne pas apparaître comme une béquille. Évidemment, moi je me positionne un peu différemment de vous parce que j'interviens, on a une situation au moins de malaise, si ce n'est de conflit, voire de violence. Donc on est dans une situation déjà très conflictuelle. Mais juste pour vous citer un exemple, dans une fonction publique, justement où j'étais intervenue, on avait une difficulté sur une tentative de suicide. On avait une grosse difficulté à trouver des solutions, enfin les parties avaient du mal à trouver des solutions, sachant que ce n'est pas moi qui trouve des solutions, justement, du tout. Et ça a duré, et au bout de 6 mois, j'ai interrompu volontairement la médiation de mon propre chef, et de fait, la solution a été trouvée dans le mois qui a suivi. Pourquoi? Parce que les personnes, aussi bien le management que le salarié, finalement, trouvaient plus confortable quelque part que moi j'organise les rendez-vous, que je les oblige à communiquer, que j'organise, et donc je les obligeais effectivement à une co-responsabilité que j'essayais de générer. Mais à force d'essayer de la générer, je finissais par installer un système où effectivement il y avait ces réunions, et puis après en dehors chacun reprenait sa vie, et là ça repartait. Donc ça aurait pu, je pense, durer des années. Donc là, le fait d'avoir interrompu, et ça m'est arrivé dans un autre contexte, mais qui vous intéressera peut-être moins, mais un contexte justement de conflit du travail, avec du travail de la nuit et très conflictuel, où j'ai aussi interrompu avec des gens qui étaient en grève, etc. Et là, ils ont été obligés de trouver une solution. Parce qu'il y a un moment donné, une fois, mais ça suppose qu'avant, on ait suffisamment mis en œuvre la co-responsabilité de chacun et la nécessité de choisir. Parce que c'est la problématique du choix dont vous parlez tout à l'heure. Et il y a un autre élément sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis sur votre approche, elle est par rapport, on en parlait avant de la pause, c'est par rapport au travail. Vous intervenez, vous commencez à parler de l'action, du travail, effectivement, le sens du travail. Et là où j'ai quand même une interrogation, c'est moi j'interviens d'abord sur l'approche de la réalité de chacun. Parce que moi je suis plus par rapport à chacun sa réalité, donc j'interviens sur l'individu. D'abord, je fais parler l'individu, effectivement, pour connaître sa perception, qui d'une manière générale, et même quasiment à chaque fois, n'est jamais la même que celle des autres. Et donc, c'est intéressant de rapprocher cette notion d'action et de ce qu'ils font au quotidien par rapport à cette notion de perception des réalités. Sachant que en réfléchissant, je me dis, je vais avoir du mal à approcher par l'action et le travail, parce que quelque part, c'est un peu bloquant, parce que tant que j'ai pas, dont je m'aperçois à force de pratiquer, à force de médiation, je m'aperçois que tant que j'ai pas été chercher, effectivement, tant que j'ai pas été écouter l'autre, tant que j'ai pas été, ce que vous faites d'ailleurs aussi de la même façon, mais par rapport à cette approche de la perception de chacun, à un moment donné, on passe par le fait d'exprimer ses émotions. Et je me suis rendu compte que tant que les émotions n'étaient pas sorties, on n'avance pas parce qu'on est bloqué effectivement par l'irrationnel. Et donc, par les situations, par l'essence du travail, tant que la personne n'a pas pu exprimer sa problématique, elle est bloquée. Et quand vous avez qu'à essayer tous, quand vous avez quelqu'un qui vous hurle dessus, si vous lui dites non mais réfléchis un peu, c'est pas très raisonnable parce que si tu fais comme ça va se retourner contre toi. Je dirais qu'il écoute même pas, enfin, c'est juste impossible quoi. Par contre, si je vois que vous êtes très en colère, là ils se sont écoutés, là on est sur un autre registre. Donc c'est au niveau de l'approche initiale, c'est là que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue parce que je trouve ça très intéressant de partir de la situation. Mais c'est là où je me demande comment on fait à un moment donné, si à un moment donné, si on veut essayer de faire émerger une co-responsabilité ou une réflexion sur un cheminement à faire, comment on fait si on est sur la situation et que la personne est juste mal, ce que vous rencontrez aussi, je suppose. Comment on fait? J'ai un problème là-dessus. Alors, sur la question du temps, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je pense que la question du temps, il faut que ça soit une temporalité longue. Quand je dis ça, c'est que je m'oppose assez fortement et assez frontalement aux demandes de plus en plus dont on est l'objet, formez-les en 3 jours, voilà, 2 jours de ceci, etc. Donc là,
parfois je deviens un peu colère autour de ça, et assez mécontente à partir de certains collègues qui disent bah écoute, c'est toujours 2 jours de prix, enfin bon, ça m'énerve. Mais voilà, donc pour ça j'insiste sur la temporalité longue, mais en même temps, je suis d'accord avec vous, trop longue temporalité installe une absence de dynamique de travail. Alors maintenant, commencer par rapport à la question des émotions, ben moi je fais l'hypothèse que la situation de travail mobilise énormément d'émotions. C'est-à-dire que quand hier le prof parlait du manteau, il s'était pris la tête pour faire retirer le manteau à ce gamin avant de le mettre au travail, je vous assure, il n'était pas en distance. Ça le prenait là, comme on dit, aux tripes, et ça prenait aux tripes les autres. Autour, mais c'est pas notre job de faire ça, quoi. Mais si, mais non, enfin voilà. Et donc, d'une certaine manière, les émotions, elles passent de la même manière, mais moi, je travaille sur la situation, parce que d'une certaine manière, je n'ai pas la compétence de travailler sur les émotions, c'est pas voilà. Donc, je pense que la situation, elle mobilise beaucoup d'émotions, beaucoup de conflictualité, et que, ben voilà, moi, je travaille à partir de ça, et j'ai pas forcément besoin de passer par sa perception, etc. Voilà. Donc, mais, voilà. De même que je peux vous assurer que même dans des formations un peu classiques où les gens parlent de ce qu'ils font, et quand je dis, on va peut-être faire autrement, ça va exister, non? Vous ne pensez pas? Et des fois, ça déclenche. Mais on sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Et pourquoi les autres, ils ne sauraient pas que c'est comme ça qu'il faut faire? Enfin voilà. Donc du coup, là, on déclenche des choses aussi. Moi, je peux les déclencher aussi, des émotions autour d'allant de soi, comme ça. Il faut... Et tu me dis, l'enseignement d'une langue, ça se passe comme ça. Enfin, je dis oui, mais ça peut se passer autrement. Ça s'est déjà fait autrement. Ah oui, mais non, mais maintenant on sait. Ah, je dis qui sait? Ah oui, donc vous voyez, de temps en temps, parce que des fois, on dit des choses comme ça qui sont très, mais au fond, on n'y croit pas trop. Et le fait de le dire de façon d'autant plus affirmée, voilà. Donc c'est autour. Moi, je joue sur les émotions, mais indirectement sur le travail. Oui, effectivement, je comprends mieux. Mais c'est vrai que quand on écoute les gens, je me rends compte au fur et à mesure, lorsqu'on est en train d'essayer de faire avancer dans une situation, dans un sens ou dans un autre, on ne sait pas lequel d'ailleurs, on ne sait jamais d'ailleurs lequel au départ, c'est vrai que tant qu'on n'a pas accusé réception des émotions des gens, tant qu'on n'est pas allé, tant qu'on n'a pas finalement réussi à percer le fond du problème, de savoir sur quoi les gens ne sont pas d'accord et sur quoi portent le désaccord, et de l'avoir nommé et d'avoir dit est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le problème c'est celui-là, tant qu'on n'a pas fait cette étape-là, enfin je suis très médiation mais forcément c'est pour ça c'est vraiment qu'un point de vue que je dis, mais je me rends compte dans l'usage que tant qu'on n'est pas passé par cette étape d'arriver au bout des choses, et ben les gens ils tournent en circuit fermé et on n'arrive pas parce qu'ils ne vous croient pas. Et alors là on touche peut-être aux croyances, mais quand vous dites bah oui mais c'est comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ils n'écoutent pas, ils sont... Et là, je pense que il faut pas, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Enfin, il faut revenir en arrière. Moi, je reviens en arrière tant que je... Mais c'est là qu'il y a, dans le jeu de l'intervention, alors pour le coup, c'est là il y a un savoir dans la manière de faire. D'une part, je pense qu'il faut accuser des réceptions, c'est-à-dire de dire, parce que moi, par exemple, hier, j'ai dit, la question du manteau, dites donc, c'est pas une petite affaire. Donc, je l'accuse en disant, je vois bien... Et d'ailleurs, il y a un prof qui a dit, oh oui, parce que moi, ça m'a énervé. Ah, dit, ah ouais, ça vous a énervé. Pourtant, je suis débutant. Enfin voilà. Donc, on accuse les réceptions. Mais après, la question, bon, alors après, la question, c'est, bon, mais par rapport à ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les nouveaux qui vont arriver, quoi? Est-ce qu'on met une règle sur le manteau? Est-ce que ça suffira? Parce que, de temps en temps, je les provoque, Et est-ce qu'il faut faire une règle sur la casquette, une règle sur les portables, une règle... Donc, du coup, je les fais... voilà, je les oblige un petit peu à... Voilà, je les oblige un petit peu à dire des choses, quoi. Enfin, mais c'est vrai que mon rôle, c'est de dire, bon, ben alors là, on tourne en rond, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? De temps en temps, je me dis ça. On en a déjà parlé 10 fois, alors pourquoi on n'arrive pas? Ce problème est ailleurs? Voilà. Mais ça, c'est un peu mon rôle aussi, moi, de dire, mais bon, est-ce que cette situation, on peut s'en sortir, ou est-ce qu'il faut la prendre comme une situation
Sur le terme manteau. J'ai 2 demandes d'intervention, Nadine, Dominique, Jocelyne. J'aurais bien aimé dire un petit mot, ça en fait 4, et on s'encheminera peut-être ensuite vers la conclusion si vous en êtes d'accord. Donc Nadine. Bon, moi c'était juste un complément, j'ai été très intéressée par votre exposé, mais interrogée aussi. D'abord pour compléter la question de la part d'ombre, garder la part d'ombre, moi ça a fait résonance avec la question de la dépossession en fait, du travail, des savoirs incorporés et du choix de transmettre ou pas à l'autre. Donc, est-ce que je l'intègre dans la communauté ou pas? Est-ce que je lui fais don de ça? Donc, on est plutôt dans une approche anthropologique un petit peu plus large, la question du don. Pour autant, je suis tout à fait d'accord avec le fait que travailler sur cet espace de parole, les émotions qui sont fortement mobilisées en situation de travail avant d'aborder le réel, mais pour autant le réel, et vous en avez parlé, on travaille toujours dans un contexte, vous avez parlé de local, mais dans lequel on trouve toujours des invariants dans le fond. Là où j'ai un point de désaccord avec vous, c'est sur la question de la compétence et de son évaluation. Pourquoi? Parce que pour moi la compétence professionnelle recouvre un certain nombre de choses dans l'activité qui se base sur un ensemble de savoirs au sens extrêmement large, et pour autant la compétence se situe bien au cœur de ces savoirs mobilisés en situation. Et comme les éléments de la situation sont, eux, à la fois toujours identiques dans leur objet, les équipes, l'organisation, etc., mais bouger l'un de ces objets, c'est pas pour autant que la personne devient incompétente. Elle est toujours ce qu'elle est. Et avec tout son bagage et son histoire, etc., ce qu'elle est capable de mobiliser. Pour autant, en bougeant quelque chose, ça va forcément bouger un objet qui va bouger dans son histoire, justement, et sur les représentations et sur les croyances. Donc du coup, elle est dans le dérangement d'une situation qu'elle connaissait. Et l'arrivée, je pense, de ces jeunes professeurs immergés, comme les apprentis aujourd'hui, on parle du lycée apprenant. Alors là, moi, je j'étais scotchée par le libellé, parce que est-ce que le lycée n'est pas justement le lieu de l'apprentissage par excellence? Mais en fait, non, pas du tout. C'est le lieu de l'enseignement. Et en tant que... Bon, je travaille à la direction de l'ingénierie de l'AFPA, vous le savez, et du coup, je suis complètement interpellée là-dessus parce que je suis en train de travailler sur qu'est-ce que... On parle toujours de la formation, mais finalement, la formation, c'est l'apprenant qui se forme. Et parlons donc de des apprentissages. Enfin, voilà, je voulais parler de cette question-là parce que les apprentissages, comme si la formation et l'enseignement, c'était une solution. Et on sait bien qu'on se forme dans et par le travail. Et là, je dirais que je ferais plutôt une référence à Yves Clos, qui, j'irais, nous entraîne sur le chemin des espaces des espaces sur la dispute autour du travail. C'est quoi le travail? Qu'est-ce qui fait travail? C'est quoi on parle de normes. Oui, bien sûr, on bâtit des référentiels, etc. Mais entre travail prescrit et travail réel, il y a un écart énorme. Et ce qui fait la différence, bien souvent, d'une équipe à l'autre, vous avez bien dit, d'ailleurs, j'accompagne des équipes, c'est ces équipes-là, à ce moment-là, et qu'on déplace un élément, et tout est pas à refaire, mais en tout cas, il va falloir retravailler là-dessus, sur ce changement-là. Qu'est-ce qui fait qu'on assure la permanence de cela, et comment on transmet. Enfin voilà, c'était le sens de mon intervention. Je ne sais pas si c'était éclairant ou pas, mais j'avais envie de parler de ça. Alors, sur la question du don du contre-bon, l'approche anthropologique du mot, c'est effectivement la mienne, donc je ne me sens pas loin de ça. Notamment, cette approche-là, c'est une autre manière de penser le travail comme une économie de donner-recevoir. Enfin, c'est autre chose. Bon, c'est une approche, donc moi, je vous revois là-dessus. La question de est-ce qu'on a envie de donner à son collectif, etc. Eh bien non, justement. On a envie de donner au collectif que si finalement on reçoit et on rend.
hein, dans une approche donner, recevoir, rendre. Et que la première difficulté, c'est effectivement la question de la coopération. Et souvent, je suis amenée à intervenir dans les groupes en leur expliquant qu'est-ce que c'est coopérer. Ça suppose un minimum de confiance. Et donc, comment s'installe la confiance dans la manière de faire, etc. Donc souvent, dans les groupes, cette question de la coopération, je suis amenée à l'aborder, hein, en disant, mais il ne s'agit pas simplement de se coordonner, il faut coopérer. Donc là, je suis assez d'accord avec vous. Alors, le lycée apprenant. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette terminologie? Il y avait deux choses. Évidemment, c'est un peu paradoxal, parce que vous dire, mais c'est normal. Oui, mais quand je mets lycée apprenant, c'est pas simplement les enfants, les jeunes qui apprennent, premièrement. On a toujours tendance à penser que c'est à eux d'apprendre. Moi, j'interroge souvent les enseignants sur qu'avez-vous appris de vos élèves. Ah, ben ça, vous savez, ils n'apprenaient rien sur leur situation, leur mode de vie, leurs conditions, leur manière de se situer par rapport à vous. Voilà. Donc, il y avait l'idée déjà de cette réciprocité. Et puis, il y avait autre chose auquel je tiens, c'est que dans un lycée, il n'y a pas que des enseignants et des élèves. Il y a des tas de personnes administratives qui ont une fonction. Il y a des secrétaires. Et souvent, ces gens-là, ils sont transparents hein, dans les établissements. On ne les voit pas. Et d'ailleurs, de temps en temps, dans l'établissement, j'ai dû à un moment donné dire, mais au fond, Madame X, qui est assistante ou secrétaire, etc., vous en pensez quoi de la question? Et d'avoir des points de vue d'enseignants qui disent, voilà, et puis de voir que finalement elle en pense des choses vraiment très intéressantes, et que de temps en temps cette personne elle a les parents au téléphone, et qu'elle a des demandes, ah bon, vous recevez les parents vous aussi, voilà, donc d'une certaine manière il y a l'idée qu'une organisation, et je pense que alors pour l'établissement scolaire il y a l'idée que l'organisation c'est pas que la classe, qui quand même, voilà, donc ce que c'est des instances, à quoi ça joue, quelles sont leurs fonctions, etc. Donc il y avait l'idée que finalement le collectif, on peut le voir, il y a différentes mailles du collectif, et que si je l'appelle lycée apprenant, c'est de garder l'institution lycéenne, là c'était un lycée, mais j'aurais pu faire collège, etc., dans lequel il y a différentes personnes avec différents statuts qui ont différents points de vue sur les mêmes questions. Et ça, c'est difficile hein, dans certaines cultures professionnelles. Mais cela dit, aux aéroports, quand j'ai travaillé aux aéroports, il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds, des secrétaires, des cadres, qui travaillent au siège, sur des fonctions comptables, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une aérogare, donc pour voyager. Et qui se disaient, qui découvraient qu'il y avait des zones sous douane, des zones techniques, des zones ceci, etc. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on se fait une représentation d'eux, mais qu'on ne connaît pas. Et que là où on apprend mutuellement, c'est effectivement de regarder ce que vit l'autre autrement. Alors, vous faites référence à Yves Clos sur la question des apprentissages. Moi, je suis assez proche d'Yves Clos. Je suis pas proche sur sa manière dont il travaille. Quand je parle des protocoles applicatifs, il y a souvent eu de grands débats avec Yves là-dessus, dans le même laboratoire, autour de, lui, parce que lui, il dit, quand on ne peut pas filmer le travail, j'y vais pas, quoi, ça ne m'intéresse pas, je veux filmer. Et moi, je dis, oui, mais quand on ne peut pas filmer, j'y vais. Ah oui, mais tu comprends, tu ne peux pas. Voilà, vous voyez, c'est autour de ces questions méthodologiques qui renvoient quand même à des théories, à des postures. Hein. Voilà. Donc, sur le fond du fond des idées que développe Yves Clos, moi, je suis très proche, très en interaction avec lui sur ces questions-là, et sur le fait que, effectivement, il y a des invariants dans le travail, sauf que ce n'est pas à moi de les donner. Non. Voilà. Et donc, ça permet aux personnes de les comprendre, de les découvrir. Alors après, je pense que il y a des objets, il y a des questions un peu étonnantes. J'ai terminé, là, il n'y a pas très longtemps, une formation de tuteur, dans une formation un peu classique. Voilà, des élus en salle. Et dans le bilan de la question, où j'essayais de voir, bon, ça fait quand même 2 ans qu'on a travaillé ensemble, je leur demandais finalement qu'est-ce que vous avez appris sur la fonction de tuteur. Et quand même, la grande majorité d'entre eux répondent on a appris à changer nos pratiques d'enseignants.
Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça a pu me faire, mais je ne pouvais pas leur dire. En même temps, c'était pas l'objet. Mais finalement, ils s'en sont saisis autrement que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le travail que j'ai réfléchi avec eux sur c'est quoi une posture de tuteur, qu'est-ce que j'apprends aux jeunes qui rentrent dans le métier, etc. D'une certaine façon, quand ils me disent ça, ils ont intégré qu'est-ce que je fais, moi, comment je travaille mon activité, qu'est-ce que je réfléchis, comment je... Voilà. Vous voyez, il y a des déplacements comme ça. Et moi, ces déplacements, je ne peux pas les connaître à l'avance. J'ai été un peu étonnée qu'il me dise ça. J'étais contente, hein, mais j'étais un peu étonnée qu'il me dise ça. Je ne pensais pas qu'il me dirait ça. Voilà. Dominique. Bien, tout d'abord, merci de cette intervention. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la continuité, puisque avant vous, on a eu une conférence dans le cadre de l'association de Patrice Ville et Christiane Gillon, qui sont venus nous parler d'intervention socio-analytique. Donc, ce qui m'a frappé, c'est vraiment le parallélisme entre votre conception de la recherche-action et puis leur et notre, puisque moi j'ai participé à cette aventure avec eux, notre conception de la recherche-action et de l'intervention. Donc, je voulais vous demander si vous connaissiez ce courant. C'est-à-dire, j'ai le sentiment, moi, que tout le... Si je mets un peu dans le même courant, hein, des gens comme Guy Jobert, comme Christophe Dejour, etc., j'ai l'impression que c'est développer un courant de pensée en parallèle de l'intervention, de l'analyse institutionnelle et de l'intervention socio-analytique, sans qu'il y ait forcément de lien entre eux, et comme si se réinventait 20 ans après toute une conception de l'intervention dans les entreprises. Donc voilà, donc ma question c'est, est-ce que pour vous il y a des connexions? Et puis deuxième question, donc concernant donc votre champ d'intervention. Il me semble comprendre que en tant que chercheuse, intervenante chercheuse, vous êtes aujourd'hui beaucoup dans le champ de l'éducation. Vous avez certes eu un passé dans l'entreprise, mais c'était en interne, et pas comme, en tous les cas, tel que je l'ai compris, pas comme consultant. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a aujourd'hui des commandes qui viennent de l'entreprise? Parce que, à ma connaissance, comme l'entreprise aujourd'hui a peur des collectifs et veut surtout pas que les gens se réunissent avec un intervenant extérieur pour réfléchir sur le travail, le sens du travail et les modes d'organisation, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a possibilité d'intervenir? Et alors, question subsidiaire, est-ce que cette possibilité d'intervenir serait facilitée par la notion d'organisation apprenante? C'est-à-dire, plutôt que parler d'intervention, est-ce que lancer ce concept d'organisation apprenante, ça permet d'une certaine manière un peu d'euphémiser la dimension risque de l'intervention? Juste une petite parenthèse, je trouve que votre intervention dans un lycée, dans les lycées d'Olivier, elle s'est faite avec un directeur qui était en pleine formation, qui était formé ou en pleine formation à l'accompagnement professionnel, hein, de type coaching. Voilà. Donc c'est pas n'importe quel directeur au sens humain d'une part, mais au sens référence, bagage culturel, parce que je crois Olivier, je crois qu'il a beaucoup fait état dans la formation du fait que ça avait complètement modifié sa manière de concevoir le management. Voilà. Alors, je vais répondre aux trois dimensions de votre affaire. Donc les connexions avec la socio-analyse, on est proches. Guy Jobert, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup encore aujourd'hui. On n'arrête pas de dire, il faut arrêter de penser qu'on a tout rien noté. C'est les grands débats que j'ai avec Yves Clos sur l'intervention, en lui disant ça va, regardons les wins, regardons tout ça. Alors, oui, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention dans le laboratoire en disant peut-être qu'on devrait revoir les textes fondateurs. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ce ne sont pas deux courants parallèles, mais qu'en revanche, par rapport à la sociologie, à la psychosociologie, hein, je suis plutôt dans l'idée qu'il ne s'agit pas de rompre, mais de prolonger la question avec notamment les recherches qui ont été faites sur le travail. Et les ergonomes nous ont quand même beaucoup ouvert la voie entre tâches, activités, etc.
Et donc je me dis que peut-être la vraie question aujourd'hui, c'est de prolonger ces réflexions-là en les centrant davantage sur les questions du travail. Pour moi, il n'y a vraiment pas de rupture. Il y a une reconnaissance aux mêmes auteurs fondateurs de ces questions. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, souvent, il y a eu un colloque pas longtemps à Dijon sur les recherches-actions qui m'a mis dans une rogne folle en disant on a l'impression qu'on invente la recherche-action à Dijon aujourd'hui. En disant mais personne n'a parlé du Tavistock, personne n'a parlé de Lévin, personne n'a parlé de Moreno, enfin voilà, comme si brusquement on découvrait un mode d'intervention dans les organisations complètement nouveau, alors que c'est pas nouveau. Par contre, de le regarder au prisme du travail, c'est peut-être un petit peu différent, c'est ce que développe pas mal de mes piliers avec qui je travaille énormément. Donc, c'est un peu ça le point. Donc moi, il y a un sens. Alors, les commandes qui émanent des entreprises, oui, on en a. C'est mon grand cheval de bataille au CNAM, c'est-à-dire que j'arrête pas de dire à mes collègues internes, arrêtons de nous penser. On est formation des adultes, on ne peut pas se déconnecter des milieux professionnels. C'est mon grand cheval de bataille à l'heure actuelle en disant quittons l'idée qu'on est là pour les institutions seulement publiques, l'enseignement, etc. Et rentrons dans les milieux professionnels plus fortement, etc. Alors on a des commandes qui émanent des entreprises, on en a beaucoup qui émanent des hôpitaux, on en a, bon, moi j'en ai qui émanent quand même des crèches, c'est pas, voilà, c'est pas complètement public. Il y a une grosse commande sur laquelle moi j'interviens pas sur Orange, voilà, il y a des choses comme ça. Mais c'est quand même des grosses entreprises. Parce que derrière, il y a des problèmes de financement. Et même si le CNAM n'est pas cher, et la publicité comme ça, on se fait quand même tirer les oreilles assez fortement par une direction générale en nous disant attention, on n'a pas le droit d'être en deçà d'un prix, etc. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Il y a la tendance actuelle de la formation à se... Si je caricature, elle va dans les sciences de l'éducation et elle est en apesanteur. C'est pour ça que je reproche beaucoup pour référentiel, des tas de choses. Enfin, bon. On se dit de temps en temps, s'ils avaient regardé le travail, ils ne produiraient pas ce qu'ils ont produit. Mais bon, voilà. Donc, à mon avis, la nécessité de s'ancrer sur des commandes privées, voilà, me paraît tout à fait centrale. De toute façon, si on ne le fait pas, on va être débordé parce que le travail évolue tellement dans ces structures-là que si on continue avec une représentation du travail, on va très vite être à côté du réel. Donc, je pense que là-dessus, c'est... Alors, par rapport à la notion d'organisation apprenante, là aussi, c'est pas très nouveau. Hein. L'apprenante, c'était différent. Ce qui était marrant, c'était le lycée, apprenant. Voilà. Je ne sais pas si le concept est plus vendeur que intervention. Je pense que pour moi c'était une manière aussi de dire que la formation pouvait se penser autrement que dans un stage. Et dans certains milieux professionnels, c'est une gageure. Ouais, c'est une gageure, voilà, c'est une solution. Donc pour moi, c'est grâce à l'intervention de quelqu'un qui n'est pas de l'éducation nationale, ce qui est quand même une deuxième gageure. Oser dire qu'on apprend, entre autres, grâce à l'intervention de quelqu'un qui n'est pas du CERAL. Oui, oui, c'est une vraie affaire compliquée. Mais voilà, donc, je ne pense pas que ce soit en termes, enfin, je ne dirais pas en termes de concept ou de marque. Bon. Mais par contre, je pense qu'il y a un vrai enjeu dans cette affaire-là, à prendre au sérieux les modes d'organisation et de travail pour penser la formation et arrêter de penser la formation en apesanteur sur ces questions-là. Voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu de travail. Voilà. Merci. Une dernière question, en essayant de faire court, Jocelyne. Alors, ça va être très très court. Jocelyne Hamon, je vous remercie déjà pour votre intervention passionnante. J'aimerais revenir sur la notion de résultat. Peut-être que c'est la notion de performance. En gros, vos interventions, dont je suis sûre qu'elles sont fort riches et productives,
comment mesurez-vous les résultats de vos interventions? Comment les valorisez-vous? Quelles métriques y associez-vous pour les rendre finalement encore plus acceptables? Une question douloureuse qui renvoie à la question de l'évaluation avec laquelle je parle beaucoup. Je savais que c'est une question douloureuse, ça. Non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce qui relève de la valorisation du travail. Bon, les chercheurs, ils savent, hein, ça produit des articles, machin, etc. Donc ça, c'est pas un gros souci. Le souci, c'est comment dans l'entreprise ou dans la structure où j'interviens, on a le sentiment que ça a produit quelque chose. Et dans là, on se trouve confronté à deux points de vue. Par exemple, le point de vue du commanditaire, entre guillemets, local, celui qui est dans l'établissement, lui, il voit que ça produit quelque chose. Il voit que ça produit quelque chose par la manière dont les gens viennent, en dehors de leur temps de travail, sur leur moment de déjeuner, etc., ils viennent réfléchir à des questions de travail, et d'une certaine manière, se produit des liens de coopération un peu plus inattendus. Donc ça, il le voit. Pour autant, est-ce que ça se mesure? Est-ce que, voilà... bon. Après, la question, c'est par rapport au commanditaire, celui qui a commandé, qui a payé, parfois, qu'est-ce que ça produit? Alors évidemment, il va chercher des infos à droite, à gauche, si ça crie, il dira ça passe pas bien, etc. Mais en même temps, c'est très compliqué, et là-dessus, c'est vraiment une difficulté pour moi, de montrer ce que ça produit, autrement que des rapports de travail informels, modifiés, qui transforment le rapport au travail formel, c'est-à-dire, parce qu'au fond, ce n'était pas la question de départ pour lui. Mon commanditeur du rectorat, d'une certaine manière, lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que ça permet de mieux intégrer les enseignants stagiaires. On ne peut que faire des hypothèses sur oui. Les enseignants stagiaires qui ont participé à ça disent oui, même sur cette année disent oui. Mais alors après, oui, comment, pourquoi, etc. Vous voyez, donc là, on se trouve confronté à une sorte de noir, quoi. Enfin, je veux dire, donc qui moi me pose la question de ce que je peux mettre en avant, c'est ce que ça produit comme résultat localement et concrètement, ce que ça a permis de faire. Mais ça ne permet pas de produire des résultats généralisables, quantifiables globalement sur cette question-là. Et c'est là où on a un vrai problème entre le local et le global. Parce que j'entends bien. Si je me mets du point de vue du commanditaire, tout ça pour des stagiaires, dans l'institution, c'est énorme, c'est évident. C'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on peut reproduire de ça? C'est vraiment la vraie question. Mais en même temps, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se produit aussi? C'est ça la vraie. Donc, moi, cette question d'évaluation, voilà. Alors après, il y a effectivement un point qui est très important, c'est la manière dont les managers, les responsables se saisissent de ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'établissement où était Olivier Mine, le nouveau proviseur, dans un premier temps, il a dit « j'attends de voir, ouais, je ne suis pas contre, je regarde ». Et les enseignants, ils m'appelaient en me disant « bah oui, mais qu'est-ce que ça fait? Il faudrait que vous ayez le voir, il faudrait ceci, il faudrait cela, il faudrait le booster, il faudrait... » Ils me demandaient. Et moi, je leur disais « c'est à vous d'y aller, c'est pas à moi. Moi, voilà, c'est vous, il était prévu que ce soit vous qui mettiez ça, donc c'est à vous de... Bon. Ben maintenant, ils ont réussi. Au bout d'une année, ils ont réussi à réentraîner, et voilà. Donc ça produit quelque chose. Il se produit quelque chose dans l'établissement d'un autre mode de travail qui semble rendre plus satisfaisant le travail collectif. Je veux dire, moi, je n'ai pas d'assurance de vérité que ça va se produire tout le temps bien, que voilà. D'une certaine manière, cette dimension évaluative, elle est importante à ne pas être perdue de vue, parce que je pense que c'est quand même très important. Mais en même temps, les questions qu'on a, c'est que ce n'est pas forcément autour de mesures et de quantité qu'on peut s'en sortir avec cette question. Pour moi, c'est un champ vraiment de réflexion forte. C'est aussi la manière dont la ligne hiérarchique se saisit de cette question-là et transforme son rapport au travail sur ces questions.
Merci. Je vais renoncer à mon intervention parce que le temps est court. Pourtant, j'aurais eu beaucoup de choses à dire et très envie d'en dire. Juste une toute petite chose, puisqu'on parle de métrique de l'évaluation. Moi, je proposerais comme critère le plaisir. Le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous. Vous avez posé la question, est-ce que ça aurait été pareil si vous n'aviez pas été à la veille de votre départ à la retraite et choisi de vous amuser? Moi, je pense que non, parce que de toute façon, moi, je pense que on parle beaucoup de souffrance au travail, j'aimerais bien qu'on parle de plaisir au travail. Le plaisir qu'on a eu à faire ensemble, ça me fait en l'occurrence immensément plaisir d'apprendre que ça continue et que les enseignants sont allés directement vous solliciter pour que ça continue et que ça continuera l'année prochaine et que ça continue dans d'autres établissements. Donc voilà, le plaisir de faire ensemble, le plaisir de penser ensemble, à mon avis, ça c'est un bon critère d'évaluation, qu'il s'agisse d'un plaisir immédiat ou d'un plaisir différé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir encore ce matin. Je pense que ça continuera et je crois que le plaisir a été partagé.